Petite introduction autour de l'IA, notamment aujourd'hui ce qu'on fait autour d'Oracle Cloud avec l'intelligence artificielle. Également, on a la chance aujourd'hui d'avoir Yannick Glohagen côté VMware qui pourra présenter notamment notre partenariat, notamment sur la partie OCVS. Et ensuite, dans un dernier temps, on fera un focus notamment sur notre offre VMware, et également avec notre partenariat avec NVIDIA et nos serveurs avec des GPU. Donc j'imagine que dans la salle, vous avez tous un peu abordé le sujet IA, vous avez vu tout ce qui s'est passé ces derniers mois, notamment tout le buzz autour de ChatGPT, les dernières innovations, etc. Et aujourd'hui, on est conscient que l'IA impacte notre business dans toutes les industries. Et aujourd'hui, au niveau des analystes, ce qu'on constate, ils disent que 31% des entreprises ont aujourd'hui notamment de l'IA en production. Il y a 90% de ces entreprises qui ont déjà fait un retour sur investissement autour de leur infrastructure IA. Et on prédit notamment d'ici 2024 que 75% des entreprises vont justement continuer à travailler avec l'IA et à rendre opérationnel l'ensemble de leur workload autour de cela. Et justement, l'intelligence artificielle et Oracle, c'est pas nouveau, ça fait des années qu'on travaille déjà sur ce type de sujet, même dans l'informatique. J'imagine que dans la salle, pour vous également, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus, mais ça fait des années qu'on travaille déjà dessus. Mais notamment pour Oracle, sur la partie cloud, l'IA, c'est la première base de données autonome au monde, qu'on appelle l'Autonomous Database. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est une base de données en fait qui est alimentée par la puissance de l'intelligence artificielle, qui repose sur des algorithmes de machine learning pour s'auto-scaler, s'auto-provisionner, s'auto-sécuriser, et derrière vous permettre en fait de pouvoir bénéficier de toute la puissance des bases de données Oracle, tout en vous permettant de vous focaliser sur tous vos traitements en fait autour de la donnée. L'IA et Oracle, c'est également l'intégration de la puissance de l'intelligence artificielle autour de tout notre socle applicatif. Donc que ce soit au niveau de nos ERP, que ce soit au niveau d'HCM, nos CRM, etc. Depuis des années, on a déjà intégré l'ensemble de nos algorithmes autour de l'IA pour automatiser un certain nombre de traitements, notamment pour automatiser des tâches, notamment pour les ERP, dans le secteur de la manufacturing par exemple, pour les secteurs RH, etc. Le troisième point, c'est également Oracle. Pour Oracle, c'est également l'implication constante depuis plus de 20 ans dans tout ce qui est anomaly detection. On est aujourd'hui un grand acteur pour tout ce qui est détection d'anomalies, notamment au travers de tout ce qui est MSET2, qui est un algorithme en fait qui permet de détecter des anomalies, notamment dans les centrales nucléaires. Et également, le dernier point, c'est la forte implication autour de tout ce qui est applicatif. On ne peut pas parler d'IA sans application. Donc, on parle de Java, de MySQL, de GraalVM, etc. pour faire tourner l'ensemble de ces algorithmes-là. Et je ne sais pas si vous avez vu ça il y a quelques mois. On a également annoncé un partenariat très fort avec NVIDIA pour pouvoir permettre à nos clients d'accélérer leur traitement autour de tout ce qui est intelligence artificielle, pour pouvoir permettre à nos clients de bénéficier d'une puissance de calcul à la hauteur de ce qui est nécessaire pour leurs besoins. Donc ça se traduit comment au niveau de notre offre? C'est qu'aujourd'hui, on a commencé par mettre en cluster l'ensemble de nos serveurs, tout en se basant sur le protocole RDMA, ce qui permet de pouvoir bénéficier de serveurs très puissants, tout en ayant une latence inférieure à 1,5 nanosecondes derrière. C'est également la possibilité de bénéficier de serveurs avec des GPU NVIDIA, des serveurs A10, A100, bientôt H100 pour encore aller plus loin en termes de performance. Et derrière, vous permettre en fait de pouvoir aller plus loin avec la donnée. Mais le cloud Oracle, c'est pas que ça. C'est également aujourd'hui, c'est plus de 100 services qui sont disponibles sur notre cloud provider, avec notamment des services autour du développement, de la containerisation, le stockage, également la base de données, évidemment. Tout ce qui est analytics, etc. Et également un service VMware qu'on appelle OCVS, Oracle Cloud VMware Solution, qui est notre service permettant de provisionner un environnement VMware sur le cloud Oracle, tout en gardant le contrôle sur vos serveurs.
Et ce qui est intéressant avec OCVS, c'est qu'on a également accès à des serveurs avec des GPU NVIDIA pour pouvoir notamment faire du VDI, du traitement vidéo, du rendu 3D, etc. Je vais venir plus tard pour faire un focus sur ce service-là, mais je trouvais ça important. Je ne sais pas si vous avez tous déjà entendu parler d'OCI, de notre plateforme cloud, mais aujourd'hui on est en pleine croissance et on a de plus en plus de services qui sont disponibles sur le marché. Le Cloud Oracle, c'est également 46 régions disponibles à travers le monde. La dernière update au niveau du mois d'août. On a aujourd'hui donc 2 régions disponibles en France, une à Paris, une à Marseille, et également pas mal de régions en Europe. Et très récemment, on a annoncé également des régions qu'on appelle des régions Sovereign Cloud, qui sont des régions qui permettent de répondre à toutes les problématiques autour des contraintes européennes, notamment au niveau de la sécurité, etc. On a également sur ces régions-là 12 régions interconnectées avec Azure. Si on a des clients justement, c'est peut-être le cas dans la salle, si vous voulez bénéficier du meilleur de deux mondes et interconnecter notamment vos services Azure avec les services Oracle. Le Cloud Oracle, c'est également 4 types de déploiement, que ce soit de l'hybride, par exemple, si vous avez de l'on-prem et vous voulez également aller sur le cloud. C'est également des régions dédiées qui sont disponibles, notamment si vous avez besoin d'avoir une région entièrement dédiée à vous pour vos workloads. C'est également donc, le public cloud et également la possibilité, par exemple, imaginons que vous ayez besoin d'avoir vos bases de données au plus proche de vos data centers. On a la possibilité de faire de ce qu'on appelle de l'ExaCC notamment. On peut également construire tout un cloud derrière vos firewalls dans vos environnements. Et également donc, faire du multi-cloud avec Azure. Également, on a un service avec AWS, avec MySQL Edge, etc. Et c'est également donc, toutes les technologies que vous connaissez déjà, qui sont déjà disponibles, notamment autour du développement, du Docker, du MySQL, du MongoDB, du VMware, etc., etc. Et également une data platform très complète qui va vous permettre en fait, de pouvoir traiter la donnée, de son intégration sur son exploitation, notamment si vous avez besoin d'ETL, notamment de faire de l'analytics, faire du transactionnel, mettre en place un data warehouse. On a également toute une data platform très riche qui vous permet de pouvoir réaliser ces éléments-là. Voilà, donc je vais laisser la main à Yannick pour pouvoir faire le lien notamment sur notre partenariat avec VMware. Thanks, Hamid. Bon, bonjour à tous. Je suis content, la presse est en français, j'ai eu peur. La table ronde d'avant était en anglais, je me suis dit mince, j'ai pas révisé. Je me présente, je m'appelle Yannick Lohagen, ça fait 3 ans que je suis directeur technique au sein de VMware France. Je m'occupe plus particulièrement avec mes équipes des Global Accounts, c'est le segment client des très grandes entreprises, très en grand compte, souvent multinationales, dans lequel j'ai principalement des clients dans la verticale finance. Alors c'est une particularité de taille et puis une particularité de régulation. Ce sont les clients qui ont des exigences concernant le chiffrement ou l'accès à leurs données. Je viens de ce monde-là. Le micro qui est moi. Je viens de ce monde-là, j'ai bossé avant VMware pendant 17 ans dans une banque, plus particulièrement dans le service informatique d'une banque. Et j'ai été le directeur du programme cloud privé de cette banque que j'ai accompagné pendant une dizaine d'années, des années 2010 à 2020. Aujourd'hui, VMware est un des partenaires qui permet à nos clients de construire les fondamentaux de ce qu'est l'informatique. L'informatique, on l'a vu au travers des offres d'Amin et de tous les partenaires qu'on a dans la salle. C'est pas uniquement du compute, du storage, du backup ou du réseau. On a tous les services liés à la partie plateforme. On a également des services de type SaaS, donc des services applicatifs entiers que les sociétés achètent. Donc il y a une diversité incommensurable dans l'offre qui peuvent être faites par le marché. Et pour autant, pour tout système informatique, il faut un data center, donc de l'électricité, du froid, un plancher, un plafond. Et puis, globalement, les primaires, que sont le compute, le storage, les backups et les réseaux. C'est globalement dans ce segment-là sur lequel on a investi ces dernières années. Alors, quand je dis des dernières années, l'entreprise a 25 ans. Et notre force initiale, notre leadership était sur la partie dite Software Defined Data Center. Le cloud, globalement, on a tous les clients, moi inclus, avons eu cette démarche de découvrir le cloud d'abord au titre du cloud public. Ça, c'était avant les années 2007-2008. C'était les premières offres qui permettaient de mettre en opposition tout système on-premise d'un système externe complètement managé par le fournisseur.
L'histoire se rappellera qu'il y a eu l'affaire Snowden qui a tué instantanément la notion de cloud public. C'était dans les années 2008-2009. Ça a créé une défiance par rapport aux GAFAM, par rapport à ce qui était aussi l'extraterritorialité des lois américaines. Et puis le marché, à un moment donné, a réfléchi sur quelle pouvait être la solution à mettre en œuvre. À partir de là est né le terme de cloud hybride. Donc c'était la conjugaison des deux mondes, le fait d'adopter ou de conserver des systèmes on-premise pour la conservation de données. Je change le micro, celui-là. Je sens qu'il bagote. Hop. Pour la Bon, pour la conservation de la donnée, et puis après on a commencé à arriver à les termes de multi-cloud avec des garanties associées sur le fait de dire que désormais on pouvait évacuer tout ou partie des données de l'entreprise tout en assurant la conservation de la souveraineté, pas tant que des États que de l'entreprise elle-même. Donc il y a eu beaucoup de stratégies autour du cloud first, cloud only. Le vrai sujet, c'est que oui, ça fonctionne quand vous adoptez un système cloud en plus de votre système on-premise. Donc, vous commencez à utiliser des systèmes externes, vous utilisez les outils d'administration associés, notamment pour la facturation. Ça, c'est le premier, le premier skill qu'il vous faut avoir quand vous consommez des services cloud. Puis, vous commencez à avoir un deuxième besoin, une deuxième spécialité. Si vous prenez sur le marché, il y a certains acteurs, des hyperscalers, qui ont une prédominance de services sur la partie end-user computing. Peu peuvent prétendre, entre guillemets, que Microsoft, par exemple, autour des systèmes Azure, est très clairement prédominant sur les systèmes end-user computing. Et puis de l'autre, vous pouvez avoir des acteurs comme Oracle, vous pouvez avoir d'autres acteurs autour de la data, autour de l'intégration de systèmes applicatifs entiers. Et puis finalement, votre besoin, à la fin, c'est la conjugaison de la somme de ces services-là, votre système on-premise, pour ce que vous ne savez pas techniquement évacuer. Vous avez des end-user computing pour partie et des systèmes applicatifs. Vous avez donc plusieurs clouds, on appelle ça du multi-cloud. Le vrai sujet, si vous êtes aujourd'hui encore intéressé par les services de type de delivery, de production, vous vous apercevez que chacun vient avec son outil d'administration, que ça soit pour la gestion des opérations courantes, le patch et le release management, que ça soit pour les sauvegardes, que ça soit pour la comptabilité. Le vrai sujet, c'est qu'on se retrouve avec des organisations qui sont visibles dans les organigrammes des clients en disant tiens j'ai une équipe Microsoft, tiens j'ai une équipe Oracle ou j'ai une équipe Azure dans lequel on voit à ce moment-là le fait que le scale n'est pas infini. Plus vous consommez de systèmes cloud externes et plus vous avez une complexité organisationnelle. C'est le cloud chaos. Nous, VMware, on a pris le parti pris dès l'origine de dire qu'on devient agnostique. À un moment donné, on parlait de Suisse de l'informatique ou Suisse du cloud. C'est le fait de dire, peu importe le choix du client, il est bien légitime qu'un client puisse être souverain dans les orientations de son informatique. On viendra étendre nos solutions avec l'intégralité des partenaires qui ont décidé de prendre ou d'adopter notre stratégie. Donc on a appelé ça le cloud smart, c'est de mettre de l'intelligence ou de la simplification là-dessus. Puis, Hamid l'a dit, novembre de l'année dernière, octobre ou novembre, ChatGPT est arrivé, certains, entre guillemets, l'ont su avant d'autres. Et puis, il y a une espèce de découverte universelle que l'intelligence artificielle est en train d'arriver. Alors, pour les informaticiens de la salle, ça fait 10 ans que vous êtes au courant de ça, on vous a rien appris ce jour-là. Par contre, pour le commun des mortels, ma belle-mère inclus, ChatGPT a une révolution. Comment parler à une machine sans faire la distinction ou la différence par rapport à un être humain? Comment obtenir des conseils synthétisant tout Internet? Puisque finalement, c'est ça. Ce machine learning a absorbé la totalité de ce qu'était Internet à un temps donné. Et puis finalement, vous pouvez lui poser une question de façon assez simple et elle est capable de synthétiser différentes sources d'informations. Tous les résultats que vous obtenez ne sont pas tout à fait justes, l'être humain devant être critique quand même, mais c'est pour autant c'est arrivé. On a appelé ça le générative AI, on a découvert ces termes-là. Notre croyance parmi d'autres, c'est le fait de dire désormais cette technologie devient suffisamment mature pour qu'elle commence à irriguer nos produits, nos solutions, et potentiellement elle peut résoudre cette problématique du cloud chaos dont on parlait avant. Donc pour nous ça a été assez simple, on pense que ça devient un raccourci. Le fait qu'on a annoncé au mois d'août à Las Vegas lors du dernier VM Explore, qu'il y aura lieu la version européenne à Barcelone au mois de novembre, on a associé deux grandes fonctions primaires de l'intelligence artificielle, l'IA générative pour le dialogue, que ce soit pour des ops avec nos différentes interfaces. Alors jusqu'à maintenant, on dialoguait avec ces interfaces au travers d'un clavier et d'une souris ou au travers de lignes de commande. Le but, c'est de pouvoir commencer à avoir des dialogues humains avec une machine pour pouvoir interagir et passer des ordres. Ça, c'est pour le côté ops. Et puis, on le sait, on l'a vu, ChatGPT en était un exemple aussi du générative code. On commence à voir
voir dans nos outils les premiers, avec PowerClip par exemple, ou Verops, vous avez à un moment besoin donné de générer des scripts, de mettre de la complexité ou du savoir. Le principe, c'est de pouvoir interagir avec nos outils pour qu'ils génèrent le code nécessaire ensuite au fonctionnement, à l'automatisation et au script. Donc tous nos produits vont être irrigués au travers de ces évolutions liées à l'intelligence artificielle. Le Cloud Smart, l'approche du multi-cloud, dont je vous l'ai dit, le but c'est qu'on soit agnostique à la base à l'ensemble du marché. On a un ensemble de produits, je ne vais pas tous les citer, aucun intérêt de toute façon, mais globalement on irrigue que ce soit le end-user computing, la partie edge, la partie cloud, la partie sécurité. C'est vraiment ces approches autour du centre de gravité qui n'est pas la VM, comme le nom de notre société l'indique, VMware. On pourrait se dire, tiens, ça commence à faire beaucoup. Le vrai sujet, c'est qu'on s'appelle comme ça. Ce qui a changé, c'est le centre de gravité. Il y a 20 ans, quand on était leader sur la partie infrastructure, évidemment, l'objet qu'on avait comme concentration, c'était la workload, la dénomination VM, Virtual Machine. Le monde a changé. Ce qui nous intéresse depuis l'origine, c'est l'applicatif. Et de ce fait, l'application qui est au centre de notre stratégie, on a 4 intérêts pour elle. Accélérer son développement, moderniser les systèmes d'infrastructure cloud qui permettent de l'héberger, de pouvoir, depuis n'importe quel point de la Terre, finalement, pouvoir mettre en œuvre des espaces de travail qui permettent de consommer, utiliser, moderniser ces applications et commencer à utiliser de manière réelle et intelligente les capacités du edge. On le voit dans le retail, on le voit dans le monde de l'industrie. La donnée, si vous prenez un A380, quand il se pose, il a plus de 4 Tera de données à pouvoir être ingérées par des systèmes. Les systèmes d'Airbus fait qu'il en ingère une partie, il y a du calcul local qui permet de restituer au pilote l'information et une partie part en maintenance prédictive pour pouvoir ensuite déterminer quels sont les plans de maintenance. Mais une partie est perdue, tout simplement, parce qu'elle n'a plus de valeur une fois qu'elle a été générée. C'est valable dans le monde de la distribution. On a eu le cas qu'on a cité quand on était dans vos locaux la semaine dernière, le cas de McDo. On est tous fans, le fait d'aller chez le McDo, en tout cas de temps en temps, quand le nutritionniste nous l'autorise. Ce qu'on apprécie d'autant plus, c'est quand vous commandez un Big Mac, c'est que vous ayez un Big Mac, en fait. Le vrai sujet, quand vous découvrez de temps en temps, vous faites partie des malchanceux où il vous manque soit un cornichon, soit une tranche de fromage. Nous avons mis en œuvre avec eux un partenariat qui permet au niveau Edge de porter des calculs au sein des systèmes de McDo pour calculer en temps réel le flux en stream vidéo et être capable de s'assurer de la qualité des produits fournis. En clair, les caméras qui filment les plans de travail et qui détectent que selon l'emballage qui est pris, selon les commandes qui sont enregistrées, que la commande et que la recette est respectée. Et ça émet des alertes en local immédiatement. Il n'y a pas de remontée vers des systèmes centraux pour déterminer, de dire on a un petit doute là sur la préparation de ce Big Mac. Merci de revoir avec le collaborateur. Et c'est ce qui permet d'améliorer la qualité. Le Edge est certainement une des plus grosses évolutions après l'intelligence artificielle qui va bénéficier dans les systèmes de tous les jours. Une fois que je vous ai dit ça, donc le cloud, on l'a vu dans les déclinaisons d'Oracle, il existe sous 4 formes, le monde private, public, partner ou souverain. Ça, c'est vrai pour un grand nombre d'acteurs. J'ai voulu situer Oracle finalement par rapport aux 46 régions qu'Amine citait, par rapport à l'ensemble de nos autres partenaires. Étonnamment, avant de faire ce slide, je ne savais pas ce que j'allais découvrir. Oracle, finalement, parmi nos autres partenaires stratégiques, est l'hyperscaler qui a le plus de régions disponibles aujourd'hui. Avec ces 46 régions, si vous les comparez aux autres, ça ne fait pas offense aux autres, je les apprécie tout autant, mais les 25 d'AWS, les 30 d'Azure ou les 3 d'Alibaba. Donc voilà, ça situe Oracle comme un des acteurs les plus importants pour notre société, et preuve en est, toujours lors du VM Explore à Las Vegas du mois dernier, il a été annoncé publiquement le partenariat ou l'intégration du partenariat d'Oracle dans un dispositif qu'on appelle VMCU, pour VMware Cloud Universal, qui est un programme, un dispositif de vente qui permet à l'ensemble de nos clients qui consomment ce qu'on appelle des tokens SPP, de pouvoir consommer ces tokens dans le catalogue d'Oracle Cloud d'OCVS, donc Oracle Cloud VMware Solution. Ce qui rend plus facile pour n'importe quel de nos clients, consommant déjà des systèmes VMware, consommant déjà potentiellement des systèmes cloud, de consommer les services d'Oracle au travers de la même unité de paiement. Je vous ai mis les grands détails commerciaux là pour le coup, qui déterminent le programme VMCU, donc le choix, la flexibilité, l'agilité, la croissance, l'agilité. En clair, ça veut dire que pour un client qui viendrait consommer ce programme, c'était vrai déjà pour les clients et partenaires historiques, il n'a pas besoin de prédéterminer à l'avance ce qu'il va consommer avec. Il s'abonne au programme, il a des tokens.
Première année, il peut consommer de l'AWS ou du on-prem. La deuxième année, au travers de la migration, il a un besoin dans le catalogue d'Oracle. Il se sert de la même unité de paiement, de la même console pour aller consommer le catalogue d'Oracle. Donc c'est une belle évolution. Ça simplifie la vie des CFO côté client quand je discute avec eux. Côté opérationnel, c'est une seule et même console. Et vous avez la vue de l'ensemble de votre portefeuille VMware sur l'ensemble de vos clouds. Donc ça, c'est une belle évolution quand vous cherchez à un moment donné où sont répartis vos usages et non plus vos licences. Là, pour le coup, vous avez un seul produit. Je te repasse la main pour le détail de l'offre VMware sur Oracle. Merci Yannick. Donc effectivement, très important ce point, notamment autour du VMCU, qui justement pour les clients qui sont intéressés pour aller sur OCVS, ça vous permet en fait de facilement faire cette transition vers le cloud. Mais également, ce partenariat, il est présent technologiquement au niveau de l'offre. Et ça s'articule notamment sur déjà le positionnement de notre offre par rapport au marché. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'autour de VMware, on a la possibilité de provisionner un environnement sur le cloud de la même manière que chez un Amazon, un Azure, un Google ou autre. Par contre, on a pris un virage différent. L'objectif d'OCVS, c'est de vous proposer un environnement VMware sur le cloud, tout en vous permettant de garder le contrôle total sur vos serveurs. Donc, c'est-à-dire lorsque vous avez provisionné un environnement, vous allez en fait garder vos accès à vos ESX. Vous pouvez vous connecter en SSH en fait sur votre environnement VMware. Vous gérez vos paramètres avancés, vos règles vSAN, vos versions, etc. En fait, l'expérience OCVS est la même qu'on-prem. L'idée, c'est vraiment de vous garantir quelque chose d'identique par rapport à ce que vous avez on-prem. Également, en termes de différenciateurs, il faut savoir qu'aujourd'hui, en termes d'offres, on a une des offres les plus flexibles du marché en termes de serveurs. Ce qui vous garantit en fait un coût extrêmement intéressant au prix par cœur. Et derrière, en termes de migration, vu qu'on est sur les mêmes outils VMware, on est sur les mêmes environnements, il n'y a pas forcément besoin d'apprendre de nouvelles choses. Derrière, en fait, vous allez pouvoir migrer vers le cloud très facilement. Le dernier point, en fait, c'est que pour OCVS, lorsque vous provisionnez un environnement sur le cloud, vous gardez également le contrôle sur le réseau. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur OCI, sur Oracle Cloud, au niveau de l'architecture, on a décorrélé le réseau du compute, un peu à l'image d'NSX à l'époque, lorsque c'était directement présent dans vSphere. Ça nous a permis en fait d'améliorer les performances de notre cloud, et également derrière, ça nous a permis d'améliorer la sécurité. Et là, dans le cadre d'OCVS, vous accédez en fait à tous ces avantages liés au réseau, et vous pouvez ensuite ajouter des VLAN à la volée, gérer tous vos flux, votre accès réseau, etc. Ensuite, lorsqu'on regarde sous le capot, donc c'est le socle VCF, en fait, identique par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Donc on a du vSphere, du NSXT, du vSAN, de l'HCX, etc. Et en termes de serveurs, donc à gauche, vous avez des serveurs qu'on appelle des dense IO. Donc c'est des serveurs en fait très performants avec des disques flash. Vous avez soit de l'Intel, soit de l'AMD. Également, l'AMD, c'est un des seuls serveurs en fait qu'on a sur un point différenciant en fait d'OCVS, parce que c'est pas présent ailleurs. Et également, ce qu'on a décidé de faire il y a quelques mois, c'est proposer également des shapes qu'on appelle standards. En gros, l'idée des shapes standards, c'est quoi? On a décorrélé le stockage du compute. Et en fait, l'idée, c'est de vous permettre de commencer avec des serveurs à partir de 16 au CPU, notamment pour un serveur. Et derrière, au niveau du stockage, vous partez uniquement avec le minimum syndical pour déployer votre environnement VMware. Et ensuite, vous pouvez scaler en fonction de vos besoins. Donc, par exemple, commencer avec 0 au début de votre move to cloud, et ensuite pouvoir scaler vers le haut si vous avez besoin de plus de stockage. Ça permet notamment à des clients qui ont des plus petits besoins, notamment des plus petits workloads VMware, d'aller sur le cloud et commencer doucement et ensuite pouvoir faire scaler vers le haut s'ils ont d'autres besoins. Et également derrière, donc bénéficier de toujours toute la puissance en fait de nos serveurs et de l'environnement VMware. Donc au niveau des use cases, donc on peut vous accompagner notamment sur vos projets DC Exit, notamment s'il y a des sujets notamment de migrer l'ensemble de votre environnement sur le cloud, on peut le faire. Également, on peut mettre en place un DR sur le cloud, également faire de l'hybridation si vous avez un environnement on-prem et vous voulez également l'interconnecter avec le cloud. Vous pouvez également le faire. Point important, avec OCVS, vu qu'on garde le contrôle sur l'environnement, on peut faire notamment je parle plutôt pour les techniques, peut-être sur la partie VMware, on peut faire du Enhanced Linked Mode, c'est-à-dire en fait pouvoir depuis un seul vCenter gérer vos deux environnements VMware, on-prem et sur le cloud, et pouvoir en fait bénéficier du meilleur des deux mondes.
Et le dernier point, c'est la partie VDI, qui est notamment renforcée avec une nouvelle offre qu'on vient d'annoncer il y a quelques mois également, grâce à notre partenariat avec VMware et NVIDIA. En fait, on a la possibilité de provisionner des serveurs avec des GPU NVIDIA. Donc en fait, vous allez pouvoir utiliser des serveurs X9 avec notamment donc, les derniers GPU NVIDIA pour pouvoir accélérer au workload. Donc en termes notamment d'édition vidéo, de pouvoir faire du cloud gaming, faire de l'inférence avec l'IA, faire du temps réel, etc. Ça, c'est une offre unique sur le marché également. Vous ne pouvez pas provisionner d'environnement VMware avec des shapes GPU autre que chez Oracle pour le moment. C'est un point extrêmement pertinent. Imaginons si vous avez besoin d'accélérer vos algorithmes d'IA, si vous avez besoin d'une grosse puissance de calcul pour vos environnements, ça va être extrêmement intéressant. Donc notamment, lorsque vous allez provisionner votre environnement VMware avec du NVIDIA, pour une VM, par exemple, vous allez pouvoir bénéficier de plusieurs GPU pour pouvoir accélérer vos traitements et pouvoir en fait bénéficier de cette puissance de calcul. Donc ça vous permet en fait de pouvoir bénéficier aller sur d'autres use cases que ceux énumérés précédemment. Donc notamment pour faire du VDI, si vous voulez faire par exemple du VMware Horizon sur le cloud, avec cette offre-là, vous allez pouvoir en fait avoir des performances inégalées pour pouvoir justement faire du VDI. Et également pour tout ce qui est AI, machine learning. Si vous avez besoin notamment de bénéficier d'un environnement pour faire tout ce qui est algorithme d'IA, faire du Python, faire tourner vos algorithmes, vous allez pouvoir le faire. Et également faire du rendu 3D, potentiellement pour tout ce qui est vraiment traitement graphique qui demande beaucoup de ressources. Donc voilà notamment une des architectures de référence, notamment si vous voulez provisionner un environnement VDI sur le cloud. Donc traditionnellement parlant, si vous voulez en fait provisionner un SDDC, donc ça se fera naturellement assez facilement sur le cloud. En fait, en termes d'architecture, on a juste à faire une interconnexion entre votre environnement on-prem et OCI, notamment avec un lien dédié Fast Connect. Et derrière, ensuite, pour migrer les VM, on utilise HCX, donc un produit que vous connaissez déjà, j'imagine. Et vous pouvez directement déployer donc Horizon. Donc en pratique, ça dure 2 heures pour provisionner un environnement OCVS sur le cloud. Donc là, vous avez le détail des différentes étapes. Donc derrière, c'est le SOC VCF qui est provisionné, donc c'est le même un peu partout. Donc c'est un script Terraform qui va se déclencher, qui va provisionner du coup vos différents nœuds, mettre en place votre environnement réseau, attacher vos VNIC, configurer vos ESX, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur OCVS également, les licences sont incluses dans l'offre, mais également, donc, ce que disait Yannick, avec le programme VMCU, si vous avez déjà investi sur des licences on-prem, vous avez la possibilité d'avoir des crédits cloud pour ensuite les consommer sur n'importe quel cloud provider, dont Oracle, depuis l'annonce qui a été faite récemment. Donc aujourd'hui, on a pas mal de clients qui nous font confiance à travers le monde, notamment récemment Atos UK, qui a fait un déploiement sur plusieurs AD, qui a été également un point extrêmement important pour ce client-là, pour pouvoir approvisionner son environnement VMware. On a Suez également en France qui a signé il n'y a pas longtemps, et on a également la possibilité de vous accompagner sur tous vos sujets pour faire du POC, si vous avez besoin d'essayer nos serveurs, si vous voulez aller sur un petit environnement à partir de 16 OCPU, on va pouvoir vous accompagner sur ces sujets. Voilà, donc je vous ai mis quelques liens si vous voulez essayer, notamment on a un Hands-on Lab chez VMware pour pouvoir essayer la solution. Également pas mal de ressources en ligne et s'il y a besoin de quoi que ce soit. Donc moi je porte les sujets au CVS sur la France. Donc si vous voulez poker la solution, essayez, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Je sais pas si...